Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation Coding City, dans laquelle cette fois, nous allons nous intéresser au framework CSS Bootstrap, plus précisément la version 5, sortie il y a un peu plus de 8 mois déjà. Dans cette formation, nous allons voir comment optimiser la production de nos pages front-end grâce à Bootstrap. La vérité, c'est qu'en tant que développeur web, on a des bases en front et en back-end. Mais quand on se spécialise particulièrement en back-end, il devient difficile de passer du temps à produire un front-end conforme. Et c'est là qu'intervient généralement le Bootstrap. Le fait est que lorsqu'on veut développer des fonctionnalités ou alors tester, on a forcément besoin d'un support front-end. Et comme on ne peut pas appeler à chaque fois des designers ou alors des développeurs front-end pour faire nos graphismes, on développe des graphismes de test avec Bootstrap. Bootstrap, comme je viens de le dire, peut nous permettre de développer des designs front-end tests lorsqu'on veut faire les tests de nos fonctionnalités en back-end. Mais Bootstrap également peut être utilisé et optimiser avec notre propre CSS pour construire un design unique. Et c'est ce que nous allons faire dans cette petite formation. Donc, avant de se lancer dans le code, il faut que je vous montre réellement ce qu'on fera durant cette petite formation. Ce qu'on va faire, c'est simplement cette land page qui référence en quelque sorte un restaurant. Donc, je l'ai appelé le goût du péché. Vous pourrez appeler ça comme vous voulez. Ici, lorsqu'on scrolle, vous remarquez que les textes bougent, mais l'image ne bouge pas. C'est généralement un effet qu'on appelle le parallaxe. Donc, on va implémenter l'effet de parallaxe. On va descendre et si on présente les menus, vous allez remarquer que au niveau du deuxième menu, c'est un carrousel. Donc, ça défile, ça part de gauche à droite et on peut directement regarder une image en particulier. Aller là ou alors faire avancer une image et reculer d'une image. De la même façon, lorsqu'on descend, on arrive encore sur un deuxième parallaxe, cette fois avec les cartes de menu qu'on présente. Ensuite, on va descendre et ici, on a également un autre carrousel dans lequel on peut avancer et reculer. Mais à la différence du premier carrousel, c'est que l'effet de transition de celui-ci est fade out. Donc, on voit ce fait que ça disparaisse en fondu et que l'image apparaisse encore en fondu. De la même façon, ici, il y a un bouton qui nous permet de voir de quoi il s'agit réellement et on peut directement mettre un titre et une description à l'image en question. On va descendre un peu plus bas et on a le formulaire qui nous permet de passer une commande. C'est un formulaire que j'ai décidé de mettre ainsi, mais vous pourrez décider de mettre n'importe quel autre formulaire. Par contre, ce que je n'ai pas fait ici, c'est d'implémenter le footer. Le footer, généralement, c'est quelque chose de relatif, ça dépend de tout un chacun. Mais qu'à cela ne tienne, avec Bootstrap 5, mettre en place un footer est relativement simple. Dès la fin de la formation, je vous indiquerai comment vous pourrez implémenter un footer sur votre page, sur votre land page en fait. Maintenant qu'on a fini de présenter le projet, on va repartir et on va parler un peu de Bootstrap. C'est quoi Bootstrap en réalité? Bootstrap est l'un des frameworks CSS les plus populaires conçus pour faciliter le développement des sites web responsifs, mais surtout des sites web mobiles avant tout. Donc Bootstrap met une priorité sur le fait que l'application web ou alors le site web ou alors le design web qu'on va développer s'adapte à tout type d'écran, que ce soit les écrans de plus petite taille ou alors les écrans de très grande taille comme des écrans plasma par exemple. Bootstrap a vu le jour en 2010 et à l'origine on l'appelait Twitter Blueprint. Il était développé par Mark Otto et Jacob Thornton. Donc Bootstrap en fait c'est une propriété de Twitter. En 2010, comme je l'ai dit, on l'appelait Twitter Blueprint, mais en 2011, en août 2011, on l'a placé sous licence open source sous le nom de Bootstrap. Donc c'est depuis 2011 que ça s'appelle Bootstrap. En ce qui concerne sa version actuelle, nous sommes à la version 5, comme je l'ai dit d'entrée de jeu dans cette formation, et cette version est sortie le 16 juin 2020. Cette version possède bien évidemment des modifications par rapport à la dernière version précédente qui était la version 4.6, si je ne me trompe pas déjà. Tout comme à chaque fois que généralement il y a une nouvelle version, il y a toujours des modifications. Ici, il y a eu l'abandon de jQuery. En réalité, pour ceux qui font du JavaScript, ils savent que jQuery, c'est une bibliothèque JavaScript qui permet de faire certaines choses de JavaScript plus rapidement. Le problème avec le jQuery, c'est que même si on a envie de faire 10 lignes de code, on risque de se retrouver en train de charger un fichier qui contient des tonnes et des tonnes de fonctions. Et on n'a pas forcément besoin de ça, ce n'est pas optimal pour notre fonctionnement. Donc Bootstrap s'est dit, pourquoi continuer de travailler avec jQuery alors qu'il y a déjà les frameworks plus évolués, un peu comme AngularJS, Node.js, React.js et bien d'autres encore. Donc du coup, ils ont abandonné jQuery. De la même façon, on avait des très vieux navigateurs un peu comme Safari 5 ou alors Internet Explorer 11 en descendant
qui ne supportait généralement pas les propriétés CSS3. Avant, Bootstrap passait le temps à sortir des polyfills qui devaient faire en sorte que si un code fonctionne sur un navigateur récent, que ça puisse quand même fonctionner sur Internet Explorer 11 ou alors des navigateurs qui sont déjà vieux. Mais à la longue, on se demande pourquoi continuer à maintenir un code pour les vieux navigateurs alors que ça prend encore plus en énergie et ça fait encore plus de code, donc le fichier sera plus lourd. Ils ont décidé d'abandonner tous les vieux navigateurs. De la même façon, dans leur dernière version, qui est la version 5, ils ont ajouté une bibliothèque spécifique d'icônes. Donc du coup, on n'est plus obligé d'utiliser les services du Font Awesome. Pour ceux qui ne connaissent pas le Font Awesome, c'est ce service qui nous permet, à partir d'un lien CDN ou alors en téléchargeant les fichiers, de pouvoir utiliser les icônes dans nos projets web. En ce qui concerne l'installation de Bootstrap, il y a plusieurs méthodes d'installation. Et pour ça, on va directement se rendre sur la page officielle de Bootstrap qui est simplement ici, getbootstrap.com. Quand on arrive sur getbootstrap.com, on voit ici Build Fast Responsive Sites with Bootstrap. Donc en fait, concevez les sites web responsifs très rapidement avec Bootstrap. À ce niveau, on a le Getting Started qui est ici la prise en main dans le point de départ et on a ici le download. Au niveau du download, on va télécharger les fichiers sources en fait. Et ici en bas, on nous montre l'installation du NPM et du gem qui est l'installation de Ruby. Le NPM, c'est l'installation de Node. Ensuite, on nous parle aussi de l'installation à partir des liens CDN, donc les liens distants. Ici, on a le CSS et ici, on a le JavaScript. On va descendre un peu plus bas et on nous parle ici, obtenez les icônes Bootstrap. Donc, si on clique là, on va voir comment faire pour installer les icônes Bootstrap. Le problème ici, c'est que ce qu'on voit là ne nous parle pas réellement. Ça ne nous dit pas comment on utilise Bootstrap. Or, nous, on a envie d'utiliser Bootstrap dans nos projets. Donc, on va se rendre dans le deuxième onglet ici qui est la Docs. Et c'est avec cette page qu'on va travailler durant toute cette formation. Déjà, la première chose que je vais préciser ici, c'est que pour bien suivre cette formation, vous devez disposer d'une connexion Internet. Vu qu'on va passer la plupart de notre temps sur la documentation à lire et à comprendre comment ça fonctionne. Et pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais, ici, moi, j'ai une extension qu'on appelle Translator. Je pense que cette extension est disponible quel que soit le navigateur avec lequel on travaille. Moi, je travaille ici avec Opera. Et l'avantage d'avoir Translator vient du fait que si je sélectionne par exemple cette section pour la traduire, je n'ai pas besoin de la copier et aller la coller. Une fois que j'ouvre Translator, Translator récupère directement le texte que j'avais sélectionné et il me traduit, me renvoie le résultat ici tout en bas. Donc c'est un peu comme ça que va fonctionner Translator. Du coup, si vous avez du mal à comprendre certaines choses en anglais, vous n'aurez qu'à traduire. Mais pour que Translator marche également, il vous faudra une connexion Internet. Cela dit, pour suivre la formation en elle-même, si vous n'avez pas besoin de Translator, vous n'avez pas forcément besoin d'une connexion Internet vu que on va lire la documentation et une fois que vous aurez téléchargé les fichiers, vous n'aurez qu'à suivre le cours et toutes les classes que vous allez utiliser vont fonctionner de la même façon que celles qu'on va utiliser durant cette formation. Le problème, c'est que si vous venez suivre cette formation peut-être 6 mois plus tard, il risque d'avoir une nouvelle mise à jour de Bootstrap. Et si on a une nouvelle mise à jour de Bootstrap, il y a des choses qui auront déjà changé. Du coup, en ce moment, il est pertinent d'avoir une connexion Internet afin de lire la documentation et de voir ce qui aura changé entre la période où on produit cette formation et la période où vous allez regarder cette formation en elle-même. Donc, pour faire court, on va installer le setup de base avec lequel on va travailler. Ici, quand on a regardé la traduction de ce premier élément, ça nous a dit simplement « Introduction. Lancez-vous avec Bootstrap, le framework le plus populaire au monde pour créer des sites réactifs et adaptés aux mobiles. » avec JSDeliver et une page de démarrage de modèle. En réalité, ce qu'on nous dit ici, le JSDeliver, c'est lui qui nous fournit les liens distants CSS et JavaScript. Et le template starter page ici, c'est la page de démarrage, donc la page basique Bootstrap. Si on descend ici un peu plus bas, vous allez voir Quick Start. À ce niveau dans Quick Start, ce qu'on dit ici simplement, c'est qu'on nous demande d'abord, premièrement, on nous pose la question, est-ce que vous voulez intégrer Bootstrap rapidement à vos projets? Si vous voulez le faire, utilisez les liens distants CDN ou alors utilisez le Package Manager qui est ici le Node Package Manager ou alors le GEM qui est le Ruby Package Manager ou alors vous allez simplement télécharger les fichiers sources. Pour télécharger les fichiers sources, on ne va pas cliquer ici, on va le voir d'un instant à l'autre et on va aller directement sur la page en question. Ici en dessous, on a le CSS et on dit copy-paste de style sheet, donc copier et coller ce lien CSS dans votre page. C'est le lien CDN. Si on clique ici, on aura copié ce lien, on pourra le coller. De la même façon, on a ici le JavaScript
Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir déjà dans Bootstrap 5, comme je l'ai dit premièrement, il y a le jQuery qui a été supprimé. Mais la deuxième chose, c'est qu'avant, lorsqu'on voulait utiliser le JavaScript de Bootstrap, on devait charger d'abord le jQuery, ensuite on chargeait le JavaScript Popper, ensuite on chargeait le Bootstrap min.js. Mais dans la version 5, ils ont créé un fichier qu'ils appellent JSBundle qui contient directement le Popper et qui contient également le Bootstrap.min. Donc, en copiant ce lien, on copie le lien qui contient directement les deux. Mais si vous vous dites que vous n'avez pas besoin de Popper dans votre projet, vous pourrez copier les liens indépendamment. Ici, il y a le lien de Popper et ensuite, il y a le lien de Bootstrap. Donc, on va continuer un peu plus bas et on va arriver au Starter Template dont on a parlé. Le Starter Template ici, c'est la page de base, la page de la structure minimale de base pour utiliser Bootstrap. Pourquoi c'est la structure minimale? Parce qu'on a déjà d'abord la structure minimale HTML. Mais en plus de cela, ils ont ajouté le lien CSS, le lien distance CDN CSS et ils ont également ajouté le lien CDN pour le JavaScript Bundle. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va copier ce starter template et on va le coller dans notre fichier index.html. Le fichier index.html, c'est on va le demander il est à quel niveau. Pour cette formation, j'ai simplement créé ce dossier-ci. Ce dossier, je l'ai appelé formation Bootstrap 5 et à l'intérieur, j'ai mis un fichier index.html et j'ai mis un dossier assets. Dans ce dossier assets, c'est là où on aura tous nos CSS et tous nos JavaScript. Donc, je vais ouvrir ce dossier avec mon éditeur de texte et pour le coup, je vais travailler avec Visual Studio Code. Une fois que mon éditeur de texte démarre entièrement, je vais coller le code qu'on vient de copier depuis le Bootstrap et je vais le sauvegarder. Par la même occasion, je vais agrandir mon éditeur de texte et pour tous ces liens qui débordent, qui vont à la ligne, je vais simplement faire un retour automatique à la ligne en tapant sur Alt Z. En passant, pour ceux qui sont intéressés par la configuration de Visual Studio Code, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo qui vous conduira vers un tutoriel qui vous montrera comment vous pourrez configurer votre propre Visual Studio Code. Maintenant qu'on a ce fichier, maintenant qu'on a collé tout ce code ici, on va supprimer tout ce qui est ici en bas, ça ne nous intéresse pas. On va également supprimer celui-ci qui ne nous intéresse pas. On va remonter, on va regarder et on va laisser tout le reste pour le moment. Si on ouvre cette page dans notre éditeur de texte, dans notre navigateur, je vous l'ai dit, vous allez vous rendre compte qu'ici, on aura simplement Hello World. Le Hello World qu'on a ici, si on vient regarder, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui est placé ici. Au niveau du title qui représente également la page du site, on a ce même Hello World ici. Donc, si on regarde ici, vous allez voir ici Hello World. Maintenant qu'on a chargé le lien CDN CSS de Bootstrap et qu'on a également chargé le lien CDN JavaScript de Bootstrap, on est prêt et on peut commencer à utiliser les éléments Bootstrap sans plus se gêner du moment où on a accès à une connexion Internet. Et pour vous prouver que ça marche réellement, on va écrire un petit code et on va tester le résultat. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour suivre cette formation, il faut être relativement à l'aise avec le HTML5 et le CSS3. C'est vrai que pour utiliser Bootstrap en lui-même, on n'a pas besoin d'être un as en HTML5 et CSS3, parce que juste en regardant leur documentation, il y a généralement des exemples qu'on peut copier et utiliser. Mais dans le cadre de cette formation particulièrement, il faudrait être à l'aise avec les éléments HTML et comprendre la notion de classe CSS, de sélecteur, et comprendre également comment on peut changer les classes CSS préexistantes en écrasant le code de ces classes. Donc ici, on va se placer tout en haut et on va se créer un container. C'est une classe Bootstrap. À l'intérieur de ce container, on va se mettre une autre classe row. Dans cette classe row, on va se mettre un col x3. Donc ça veut dire qu'on veut 3 colonnes. Et à l'intérieur de ces colonnes, on va par exemple, on va mettre d'abord une seule fois. Et à l'intérieur de ces colonnes, on va mettre une carte. Dans cette carte, on va mettre un card header plus un card body. Dans le card header ici là, je vais simplement mettre un H1 et pour ce H1 on va mettre ici test. En dessous dans le card body, je vais me mettre un lorem même de 30 mots et on va remonter légèrement l'éditeur pour mieux voir. Je vais sauvegarder ça et si je reviens dans mon navigateur ici là, on regarde, vous allez voir que j'ai cette carte qui s'est créée ici. Si vous remarquez bien, il y a une bordure tout ici en dessus et il y a également une bordure tout en dessous. En réalité, ces bordures proviennent simplement du fait que j'ai utilisé la balise carte. Vous allez remarquer également qu'à ce niveau-là où il y a test écrit, la couleur de fond qui se trouve là est différente de celle qui se trouve ici à l'intérieur.
Et là, en observant le code directement, je me rends compte qu'il y a un problème parce que lorsqu'on utilise la classe container de Bootstrap, les éléments ne peuvent pas venir aussi loin jusqu'au bout, à moins qu'on ait utilisé un container fluid. Donc, je vais revenir dans mon code, on va regarder et je me rends compte qu'en fait, au lieu d'écrire container, j'ai écrit contanier. Donc, on va mettre le i à cet endroit et on va venir regarder ce que ça nous donne. Vous voyez que maintenant, les éléments se sont centrés à ce niveau-ci. De la même façon, ce hello world qui est ici, on va le prendre et on va le remonter dans le container. Je vais le mettre ici tout en haut, juste après container, et on va aller regarder. Vous voyez que le hello world, lui aussi, c'est à ce niveau. Autre chose qu'on peut faire, par exemple, comme les éléments touchent en dessus, on peut ajouter une marge ou alors un padding top pour essayer de séparer ces éléments. Si j'ajoute par exemple ici un MT à 5, ça aura pour effet de séparer ces éléments du haut et ça va légèrement les repousser vers le bas. De la même façon, lorsque j'utilise la carte ici, je peux décider d'utiliser une carte qui aura une couleur différente. Par exemple, il va me dire ici là que au niveau de au niveau du card header, je vais mettre un BG qui sera BG Dark. Donc c'est Background Color Dark. Ici, je viens regarder. Vous allez voir qu'ici, la couleur a changé, c'est devenu sombre. Par contre, on ne voit plus le texte. Pour voir ces textes, je n'aurai qu'à revenir ici et je vais mettre Text Light. Lorsque je vais sauvegarder, vous voyez que le texte se revoit de nouveau. Donc en fait, on a la possibilité d'utiliser les classes Bootstrap et vous allez voir que depuis que j'ai commencé à écrire ça, je n'ai même pas écrit un seul CSS. C'est parce que les liens Bootstrap qu'on a chargés possèdent déjà énormément de classes. Le seul problème qu'on a à ce niveau, c'est que si on n'a pas de connexion Internet, si on n'a pas de liaison Internet, on ne peut pas avoir accès à ces classes. Ça ne va pas charger depuis le serveur. Donc pour remédier à ce problème, on va revenir ici là dans Bootstrap et on va se rendre au niveau du download. Ce download correspond à ce qu'il nous avait donné ici un peu plus haut qui est le download page. Donc on va partir sur download et on va télécharger la version compilée des fichiers CSS et JavaScript. Pourquoi je parle ici de fichiers compilés? En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que Bootstrap a été conçu en utilisant le préprocesseur SAS. Du coup, si vous téléchargez la section Download Source ici, ça va vous donner tous les fichiers CSS et l'architecture qu'ils ont utilisée pour pouvoir arriver aux fichiers compilés CSS et JavaScript. Donc, on ne va pas télécharger ça. Et si vous téléchargez Download Examples ici, ça va vous donner tous les templates qu'ils auront déjà pu mettre à l'avance que vous pourrez simplement utiliser dans votre site parce qu'il y a plusieurs templates. Et pour voir ces templates, vous n'avez qu'à venir au niveau des examples ici. Vous verrez tous ces templates et vous pourrez choisir un template qui est différent de celui que nous on a pris. Mais là, nous on a pris le starter template et on va commencer à travailler avec. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va télécharger ce compile CSS en JS. Donc je vais cliquer sur ce bouton et le téléchargement vient de démarrer. Une fois que ce téléchargement est terminé, on va simplement copier le fichier compressé qu'on vient d'obtenir et on va le mettre ici à la racine de notre projet. On va ensuite décompresser ce fichier. Une fois qu'il est décompressé, on peut supprimer le fichier compressé, on n'aura plus besoin de ça. Si on entre dans ce fichier, on va se rendre compte qu'il y a des sous-dossiers, mais ce qui nous intéresse, ce sont ces deux dossiers qui sont JavaScript et CSS. Pour comprendre ce qui est contenu dans ces dossiers, vous allez voir qu'il y a plusieurs fichiers. Donc pour comprendre comment ces fichiers sont conçus, on va revenir ici, on va partir sur l'onglet Contents. Dans cet onglet Contents, on détaille en réalité l'architecture des fichiers qu'on vient de télécharger. Donc on décrit à quoi sert chacun de ces fichiers progressivement. De la même façon, on décrit aussi à quoi servent les fichiers JavaScript et ce qu'ils inclusent. Si on descend ici, vous allez voir on dit Bootstrap Source Code. Ça, c'est pour ceux qui auraient téléchargé la partie qui contient le code source. On montre comment les dossiers ont été structurés. Et si on remonte un peu plus haut, on va commencer à lire ici. Au niveau des fichiers CSS, on dit que le fichier bootstrap.css contient tous les éléments à la fois. Vous allez voir ici qu'il y a les calques, les contenus, les éléments de composantes et les utilitaires. De la même façon, on dit que le bootstrap.min.css contient tous ces éléments. Quelle est la différence entre le bootstrap CSS et le bootstrap.min.css? C'est simplement que le bootstrap CSS, c'est un fichier qui est lisible normalement. Vous pourrez le lire et le modifier si vous voulez. Par contre, le bootstrap.min.css, c'est un fichier qui est déjà compressé, donc vous ne pouvez pas lire. On va aller dans notre éditeur de texte et je vais vous montrer pour que vous compreniez. On va ouvrir ce dernier, on va se rendre dans CSS et vous voyez qu'on a touché tous ces fichiers ici. Si je descends à ce niveau et que je charge le bootstrap.css qui est ici, vous voyez que ça ouvre et on a nos lignes de code compréhensibles comme celles qu'on a l'habitude d'écrire. Donc on va descendre progressivement et si on veut modifier, on peut facilement modifier ce code.
Par contre, si j'ouvre le bootstrap.min.css, vous allez vous rendre compte que toutes les lignes de code sont écrites comme si on avait fait une saisie, sans virgule, sans ponctuation, sans rien du tout. Donc on va descendre, c'est carrément illisible et on ne sait pas à quel niveau on peut modifier. Mais néanmoins, ce CSS fonctionne, le navigateur le comprend et il a l'avantage d'être plus léger que celui qu'on a de ce côté, donc il se charge plus rapidement. C'est pour cela que dans ce projet, on va plutôt utiliser ce bootstrap.min.css. Donc pour ceux qui veulent comprendre en réalité comment est constitué les différents fichiers de Bootstrap, je vous invite à venir lire cette section. Une fois qu'on a fini ici, on va se déplacer dans la section suivante qui est Browsers and Devices. Ici au niveau de Browsers and Devices, on va vous parler des navigateurs qui sont pris en charge et du type d'appareils qui sont également pris en charge. Vous allez voir ici Mobile Devices, vous allez voir ici Desktop Browser. Et ici au niveau de Internet Explorer, on va vous dire que Internet Explorer a été abandonné, mais si vous voulez utiliser Internet Explorer, vous devez utiliser Bootstrap 4. Or, nous on travaille ici avec Bootstrap 5. On va également vous dire certains comportements en fonction du type d'appareil dans lequel vous serez. Donc pour mieux comprendre, je vous invite à venir lire et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous n'aurez qu'à installer ce petit plugin que je vous ai montré ici. Ça va vous permettre de faire les traductions très facilement. Maintenant qu'on a téléchargé ces deux fichiers ici, on va aller les mettre en ordre dans notre code. On a dit qu'on avait besoin des fichiers CSS et des fichiers JavaScript. Donc on va supprimer tout ce qui n'est pas bootstrap.min.css, on va faire un CTRL A et on va désélectionner bootstrap.min.css. On va également garder le bootstrap.min.css.map parce que le navigateur a besoin généralement de ça pour essayer de comprendre comment fonctionnent les fichiers sources. Et on va supprimer tout le reste des fichiers. De la même façon, on va se rendre ici là dans le JavaScript et on va charger le bootstrap.bundle.min.js. On va également charger son fichier mappé qui est en dessous. Donc, on va tout sélectionner et on va désélectionner seulement ces deux éléments. On va supprimer tout le reste. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre ces deux dossiers CSS et JavaScript. On va les couper et on va revenir à la racine de notre projet. On va se rendre dans Assets et on va coller ces deux dossiers à ce niveau. Maintenant qu'on a collé ces deux dossiers à ce niveau, on peut supprimer ce fichier Bootstrap 5. Il ne nous sert plus à rien. On va revenir dans notre navigateur et au passage, on devait fermer ça. On va revenir dans notre navigateur par ici et on va fermer celui-ci. Maintenant, dans notre dossier Assets, on a notre Bootstrap CSS et on a également notre Bootstrap JS. Donc, on ne va plus charger ces liens depuis le serveur distant comme on a fait par ici. On va plutôt charger ici depuis le dossier Assets. De la même façon, on va venir un peu plus bas. On ne va plus charger le JavaScript depuis le serveur CDN, on va juste le charger depuis Assets. Autre chose qu'on va faire, c'est de supprimer ces éléments qui portent les integrity et les cross origin. Ça ne va pas nous servir à ce niveau. Par contre, au niveau du CSS, on va garder le relation qui est le style sheet. On va sauvegarder notre code et au passage, vous aurez remarqué que lorsque je sauvegarde mon code, il se réarrange automatiquement. C'est justement dû au fait que j'ai configuré Sublime Text pour pouvoir faire certaines modifications une fois que je sauvegarde mon code. De la même façon, lorsque je sauvegarde mon code ici, je n'ai pas besoin de revenir actualiser mon navigateur. Les éléments seront directement pris en charge dans le navigateur. Je vais mettre le navigateur d'un côté pour qu'on voie bien de quoi je parle. Et par la même occasion, on va voir de quoi on parle quand on parle de responsive. Premièrement, vous voyez que j'ai réduit la fenêtre du navigateur, mais les textes sont restés bien calibrés. Les textes sont restés bien calibrés parce que, comme je vous ai dit, Bootstrap est conçu pour le mobile first d'abord, donc même dans les écrans de petite taille, ça va bien s'afficher. Ensuite, je vous ai dit que lorsque je fais une modification dans mon éditeur de texte et que je sauvegarde, je n'ai pas besoin d'aller actualiser le navigateur. Les répercussions vont être instantanées. Ici, par exemple, si je dis que je mets un BJ Secondary, qui est également une couleur de fond, lorsque je vais sauvegarder, vous voyez ce qui s'est passé immédiatement dans le navigateur. Donc, cela est lié à une configuration de mon Visual Studio Code qui prend en charge beaucoup de petites extensions qui me permettent de travailler et d'aller plus rapidement. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers le tutoriel Visual Studio Code que j'ai fait et vous pourrez également configurer votre Visual Studio Code comme le mien. Et pour ceux qui travaillent avec Sublime Text, il y a également un tutoriel de configuration de Sublime Text. Je vous mettrai également le lien dans la description de cette vidéo. Donc, arrivé à ce niveau, je pense qu'on va s'arrêter là et dans la prochaine partie, on va explorer de fond en comble les autres éléments Bootstrap. Notamment les autres sections qui se trouvent là sur la droite, mais pour le moment, on va s'arrêter là pour le Getting Started. Donc, à partir de la prochaine vidéo, on va commencer avec le Customize et on va s'intéresser à tous les autres éléments.
Une fois qu'on aura fini tous ces éléments, je pense qu'on sera prêt pour attaquer notre projet en lui-même. Ça va nous prendre peut-être 3 ou 4 vidéos pour parcourir ces éléments, mais c'est important. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine partie, et dans cette partie, on va évoluer un peu plus à la découverte de Bootstrap 5.